Je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que quand j'avais 17 ou 18 ans, 17 ans, on me disait tu veux faire quoi dans la vie? Et je disais célèbre. Une porte qui s'ouvre, un large sourire qui s'affiche et une valise qui trône toute seule au milieu de l'entrée. Bienvenue chez Michel Bernier. Entre la fin du tournage de La Stagiaire, actuellement sur France 3, En cavale, le téléfilm qu'elle vient d'entamer avec Stéphane Plaza pour M6, et Je préfère qu'on reste ensemble, la pièce qu'elle promènera en tournée dès le 4 octobre après avoir triomphé à Paris, elle a accepté de se poser pour un échange à cœur ouvert et en toute simplicité, bref, telle qu'en elle-même. Alors la valise est dans l'entrée, courez-y vite, elle va filer. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Michel Bernier, je suis très très heureuse qu'on puisse se rencontrer à l'occasion de ce podcast, surtout dans cet emploi du temps de reine d'Angleterre. C'est super gentil d'avoir accepté la proposition. Alors, on va commencer par le commencement puisque c'est en diffusion en ce moment. Nous allons parler de La Stagiaire. D'accord. Et pour que les gens un peu se rendent compte, je voulais te demander de nous faire un peu rentrer dans les coulisses de l'exploit. Ça se passe comment pour toi une journée de tournage type sur La Stagiaire? Tu vois, fais-nous un peu rentrer dans les backstage et l'organisation d'une journée de tournage. Alors, on se lève tôt déjà. C'est généralement 6 heures parce que on est souvent en studio à côté de Marseille, à Martigues, dans les studios de Provence. Et puis, voilà, c'est arrivé en studio, maquillage, coiffure, habillage. On se fait ce qu'on appelle dans notre jargon des italiennes avec mes partenaires. C'est-à-dire qu'on répète un peu le texte pour voir un peu la musique qu'on s'est mis dans la tête et ce qu'on raconte. Et puis après, on nous montre un peu le trajet qu'on va faire, où est-ce qu'on s'assoit, où est-ce qu'on s'assoit pas. Voilà quoi. Et puis ça commence et on refait tant qu'on n'est pas content de la prise. Et puis ça s'enchaîne parce qu'en télévision, il faut savoir qu'on tourne beaucoup de séquences dans une journée. On fait entre 5 et 8 minutes par jour, ce qui est beaucoup. Au cinéma, généralement, c'est 1 minute, 2 minutes quand ça va un peu... Voilà, quand on a un réalisateur qui a envie d'aller vite. Ça dépend des budgets aussi, évidemment. Mais en télévision, on travaille beaucoup très, très vite. Donc, il faut être... En fait, c'est une journée je dirais... il faut être concentré. Ouais, c'est un minimum. Voilà, il faut savoir qu'on est... Alors, quelquefois, moi, je suis un peu perdue parce qu'on tourne... sur les décors, souvent en ce qui concerne les bureaux, en tout cas, du juge, on tourne plusieurs affaires en même temps et alors des fois moi je sais plus vous cross-bordez comme on dit en bon français. Donc l'épisode 1 avec l'épisode 2 qui est l'épisode 3, donc bon c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça. Donc là il faut être un peu un peu au taquet de ce qu'on fait, de ce qu'on raconte. Donc c'est à peu près une journée type, c'est 9-18 voilà. D'accord. C'est spécial, mais bon, c'est bien parce que, enfin, nous, on se régale parce qu'on se connaît tous bien. C'est une troupe maintenant, vous êtes une troupe. Oui, c'est une troupe. Et puis, que ce soit Alexandre Pidou ou Jean-Marc Thérin, qui sont nos réalisateurs maintenant depuis 2-3 saisons, on se connaît bien, donc on travaille vite. Est-ce que je me demandais, est-ce qu'avec Nicolas Marié ou avec Antoine Hamel, vous avez des petits rituels, des petites superstitions? Est-ce qu'il y a des choses entre vous qui se passe pendant le tournage? Alors, Nicolas mange des pommes. Non. Énormément de pommes. C'est le roi de la pomme. Voilà, c'est Nicolas Apple. Et alors, lui, il a besoin d'avoir ses pommes, son eau. Et Nicolas est quelqu'un qui est très, très scrupuleux, très professionnel. Il a besoin d'avoir ses textes longtemps avant. Il a besoin de travailler comme ça beaucoup en amont pour avoir de la liberté une fois qu'il est sur le plateau. C'est en même temps... moi, j'ai découvert cet homme, quoi, parce que je ne le connaissais pas avant. C'est humainement quelqu'un d'exceptionnel. C'est vraiment une bonne personne. Et moi, avec tous les gens avec qui il a tourné, il a eu un César. C'est l'acteur fétiche de Dupontel.
il vient avec nous avec toujours autant de joie, de passion. Enfin, vraiment, c'est une leçon et aussi d'humilité. Et enfin, vraiment, c'est une belle rencontre. Évidemment, avec Antoine aussi, c'est mon ami, c'est mon binôme. Comme avec Philippe Lelièvre qui joue mon mari, on est indispensables les uns aux autres, quoi. Non, des rituels, je dirais que on a quand même beaucoup de fou rire. Sans blague. Voilà, on est très... on se connaît bien, donc on connaît bien nos petits défauts, on connaît bien nos regards, on est très... mais non, on est très... on n'est pas très, très superstition, ni choses comme ça. D'accord. Et il y a des fêtes ? Ah, il y a des fêtes, oui, bien sûr. On a de la chance, on a une prod qui veut bien nous faire au moins une fête de fin de film, comme on dit, à chaque fin de saison. Et puis nous, on fait des pots, évidemment, les comédiens, les metteurs en scène. Et puis, c'est vrai que... alors maintenant, c'est plus difficile parce que les fêtes, il faut faire attention, l'alcool et tout ça. Mais on aime bien... On reste un peu après le tournage. C'est pas boulot. On dit, allez, on se boit un petit truc, un petit soda, un petit machin avant de se dire au revoir, quoi. Alors, en ce qui te concerne plus personnellement, quand on incarne comme ça, parce que là, donc, c'est la 8e saison, il paraît que la 9 est déjà tournée et que la 10 est déjà actée. Voilà. Perdez pas de temps chez les stagiaires. Quand on est comme ça dans une série, a fortiori qui est vraiment plébiscitée par le public, en quoi ça influence ta liberté à un moment de décider de continuer ou pas? Parce que tu as aussi quand même une sacrée responsabilité et vis-à-vis des téléspectateurs et vis-à-vis des diffuseurs. Est-ce que tu te sens libre dans cette configuration? Complètement. D'abord parce que moi j'y trouve du plaisir. Tant que j'y trouve du plaisir, tant qu'on me donne des choses à jouer, moi je suis bien. Moi je suis une fille de troupe. J'aime bien l'idée de l'équipe, j'aime bien cette idée-là. Donc franchement, la seule personne, en tout cas, qui pourrait me dire on arrête, c'est la chaîne, quoi. Enfin, d'accord. Mais toi, tu te sens pas une responsabilité particulière? Je pensais aussi vis-à-vis du public, tu vois, parce que quand on est aimé comme ça crée un... C'est peut-être moi qui fais mon analyse en même temps que je te pose la question. Non, mais en tout cas, j'admets, ça me ferait de la peine s'il fallait s'arrêter là maintenant. J'en serais très très triste, et pour le public et pour moi, parce que ce que je te dis, c'est une série qui m'éclate parce que en fait elle a tout ce que j'aime, c'est-à-dire le polar, moi j'adore ça, le sérieux, c'est-à-dire on mène une enquête, on cherche, les rapports humains, et la comédie. Donc moi je suis un peu dans mon élément, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être toujours et puis la famille, par exemple, on la tourne sur 3-4 jours, donc on se retrouve tous pendant 3-4 jours, et puis après on repart sur les enquêtes, et puis les scénaristes ont réussi à faire qu'il y ait du perso pour chacun d'entre nous, ce qui fait que même avec Antoine Hamel, on crée une espèce d'amitié respectueuse, même si c'est mon boss. Ouais. Même si c'est toi qui prends le dessus souvent aussi. Il y a quelque chose qu'on a réussi à faire, que les scénaristes et réalisateurs ont réussi à faire, c'est ça. Cette espèce de fluidité. Rien ne prend trop le pas, et on arrive quand même à mener les enquêtes et à aller au bout des choses. C'est vrai que c'est un carton plein par rapport à l'équilibre entre le perso, le polar, et c'est hyper dur à écrire. Très difficile à faire. Ah ouais, ça c'est clair. Pour rester dans la thématique stagiaire et élargir un peu sur le métier, si toi tu devais un jour créer un stage pour des jeunes comédiens, quelle matière tu rendrais indispensable qui n'est pas forcément enseignée, Michel Bernier? Eh bien, alors le chant. Tiens donc. Eh oui, parce que j'ai découvert le chant quand j'ai fait le spectacle Et pas une ride. Enfin, j'ai découvert. Moi, j'ai toujours aimé chanter, mais je voulais chanter dans le spectacle. Et puis, avec Marie-Pascale Austéric qui coécrit et qui met en scène les spectacles, il y a des fois des thèmes qu'on avait envie d'aborder, mais on se disait ça va être... comment les aborder juste dans les phrases, dans les mots, dans la situation.
ça pouvait tout d'un coup être un peu dur, un peu choquant, ou je sais pas, il y avait quelque chose qui nous... Et quand on s'est dit, mais si on les chantait, ça permettait de dire des choses un peu évidentes, réalistes même, puisqu'on a fait le tango de la ménopause, voilà. Vrai. Et ça nous permettait de parler de quelque chose d'une certaine manière, et ça nous a donc inspiré. Et donc j'ai pris des cours de chant. Et avec Marco Beaco, qui était coach à la Starac, et Marco m'a ouvert des horizons vocaux que je n'imaginais pas, et surtout de la confiance en soi. Apprendre à respirer, être... je sais pas, il y a quelque chose dans le chant qui fait un bien fou, qui aère le cerveau, qui nous donne encore une autre manière de jouer et de s'exprimer. Et donc, si je devais être une prof de théâtre demain, eh bien, je pense que j'intégrerais les cours de chant, parce que je trouve que ça libère aussi, même le corps, même tout ça, c'est très important. Tu as poursuivi les cours de chant? Enfin, en tout cas, le chant, ou t'as pas eu le temps? Parce que là, maintenant, dans tous les spectacles, je chante. Voilà, bah oui, la dernière pièce, voilà, on va en parler. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autre qui m'aide, Jacques Davidovici, qui compose aussi des chansons dont on a besoin, et qui m'aide à travailler, à poser ma voix. Alors, quand il compose pour moi, donc c'est vrai que c'est à ma tessiture, c'est à mon rythme, c'est à ma façon d'être, etc. Mais j'y prends à chaque fois du plaisir, et à chaque fois, ça m'apporte quelque chose de supplémentaire. Alors, qu'est-ce que tu attends pour nous proposer un album? Alors, je ne serai pas une actrice qui fait des albums. Mais tu peux être une chanteuse tout court. Qu'est-ce que c'est que cette petite pirouette? Non, j'ai un petit rêve. Ce serait... je me demande si, pour un de mes anniversaires, je ne ferais pas un truc de 2-3 jours où je chanterais les chansons que j'aime. Voilà. Ah mais grave, et souvent, puisque quand on suit ta carrière, on connaît à peu près les répertoires et les chansons que t'aimes, ce sont des chansons que tout le monde aime. Il y a un lien aussi, il y a quelque chose d'universel dans tes goûts musicaux et dans notre passé et notre histoire. Moi, la chanson m'a tellement apporté quand j'étais enfant. Je regardais beaucoup la télévision, et il y avait des émissions de variété, Guy Lux, etc., les Carpentiers et compagnie. Et ça m'a tellement accompagné, mais tellement apporté de choses, de joie, je sais pas, c'est quelque chose qui me touchait au cœur, la chanson. C'est resté quelque chose de très important. Et d'ailleurs, j'ai dû transmettre ça, parce que ma fille, c'est un jukebox ambulant, elle adore chanter, et elle chante magnifiquement bien. Mon fils connaît toutes les chansons par cœur. Des fois, je le regarde, je dis, mais d'où tu sais ça? Mais comment tu peux connaître du Aznavour par cœur? Et je pense que c'est une manière de transmettre aussi des émotions, les chansons. Et de se retrouver et de se rassembler sans parler ou sans vivre des trucs, quoi. Tout à fait. Bon, donc je prends note, c'est noté. Donc un petit spectacle, un récital Michel Bernier à venir. Tranquillou, bilou. Parfait. Tu parlais de ton enfance. C'était quoi le décor, toi qui passes de décor en décor pour des fictions, le décor de ton enfance, c'était quoi? Alors, je devais avoir peut-être 1 an et demi, 2 ans, quand on est arrivé à Paris, parce qu'avant, avec mes parents, ils habitaient un studio boulevard Bonne Nouvelle, donc le 11e à Paris, un tout petit machin, et donc mon père a voulu avoir une adresse... je dirais qu'il fasse chic. Donc, il était déjà professeur Choron ou c'était avant? C'était juste avant. D'accord. Et là, ils ont loué un appartement dans le 16e arrondissement, un petit 2 pièces. Mais pour nous, c'était Versailles. Et donc, j'ai vécu dans ce petit appartement meublé, parce que mon père a voulu vivre en meublé quasiment... jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Et dans sa tête, c'était je peux m'en aller quand je veux, j'ai pas d'attache, rien. La liberté. Voilà, la liberté. Et donc, on vivait dans les meubles des autres. Et j'ai toujours vécu dans les meubles des autres, à part maintenant, je vis dans les miens. Mais c'est vrai que même avec ma mère, des fois, on se dit, on peut même pas s'acheter un truc. Et puis, non, mais c'était un décor assez simple.
j'ai les souvenirs d'une grande armoire comme on avait dans le temps, une grande armoire dans les chambres avec les miroirs qui m'a servi de public pendant des années puisque j'aimais chanter devant, raconter des histoires et tout ça. Et en même temps, j'avais une toute petite chambre décorée de plein de posters de tous mes chanteurs préférés. Il y avait qui? Il y avait Julien Clerc, il y avait Claude François, Sheila, enfin bon, il y avait tout cela, quoi. Et donc c'était un décor un peu comme ça, un peu simple, mais j'aimais bien moi ce petit endroit. Et puis j'étais pas loin de la chambre de mes parents parce que je les attendais beaucoup. J'attendais beaucoup qu'ils rentrent, donc je me mettais dans leur lit, je me disais comme ça, je pourrais pas les louper, mais évidemment, je m'endormais. C'est vrai, tu les attendais dans leur lit? On n'avait pas de babysitter à l'époque. Hein. La dame qui me gardait jusqu'à 8h, quoi, jusqu'à qu'elle me mette au lit, quoi. Puis elle s'en allait à 8h30, pensant que je dormais, mais je faisais semblant de dormir. Et t'avais quel âge à ce temps? Je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Et donc, je me disais, je vais aller me mettre dans leur lit comme ça. Il ne me le prend pas. Mais tu avais droit aux parents qui portent leur enfant pour mettre ça n'a pas de prix. Et ma mère disait, c'est pas possible, on va pas la porter dans son lit comme ça jusqu'à 25 ans. Et mon père disait, tu verras, quand on le fera plus, ça nous manquera. Ça, j'imagine. Alors, puisqu'on parle musique, j'avais une petite question clin d'œil à Alain Souchon. À cette époque-là, tu la voyais comment, ta vie, Michel Bernier? Oh là là. Je la voyais un peu... je la comprenais pas trop, je crois bien. J'étais un peu... je suis enfant unique, alors. Donc, c'est beaucoup de solitude. Et en même temps, ça donne beaucoup d'imagination. Ça oblige à s'occuper. Hein. Aujourd'hui, moi, j'aime bien quand un enfant dit « je m'ennuie », parce que je dis c'est une bonne chose. Ouais. Ennuie-toi. Ennuie-toi, mon chéri. Non, c'était... je sais pas comment je me voyais. Moi, tu te projetais déjà ou pas? Non, forcément. Pas tellement. J'étais un peu au jour le jour, moi. J'étais un peu... moi, du moment que j'avais des amis, que je pouvais être avec des gens... c'est pour ça que j'ai voulu aller en pension, d'ailleurs. Je crois que je suis une des seules filles au monde à avoir demandé à aller en pension. Et là, j'étais tellement heureuse parce que j'avais du monde tout le temps avec moi. Mais et je pense que c'est à ce moment-là, certainement, que j'ai commencé à aimer faire l'andouille. J'étais un peu chef de bande de allez, on chante, allez, on fait des chorés, allez, on se raconte. J'écoutais sur un mini-cassette des heures entières des chansons de Reggiani et j'aimais vraiment l'idée du spectacle, ça me plaisait, ça c'est sûr. Reggiani, c'est pas forcément gay, il y a quelque chose de très bouleversant. Moi, je pense que tous les gens qui font rire sont des gens profondément mélancoliques. Tiens donc. Il y a quelque chose de l'ordre de... On fait rire de peur de voir en pleurer, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et puis, malgré tout, les chansons tristes sont des chansons qui vont vite au cœur, hein, qui sont très... et quelquefois, c'est un peu... quelquefois, quand j'écoute des chansons très, très tristes, quand je vais pas bien, c'est comme si j'allais au fond de la piscine. Je pleure, j'écoute des trucs, et les Barbara, et les Reggiani et compagnie. Et puis, une fois que c'est fini, faut remonter. C'est ça. Je pense que c'est un truc dont on a besoin par moment, de pouvoir évacuer la tristesse, qui n'est pas obligatoirement des choses dramatiques, mais je pense que le vague à l'âme, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et donc, à un moment, ça fait du bien, on lâche un peu les vannes, et puis on est bien accompagné en plus avec des artistes comme Barbara ou Reggiani. On écoute. Moi j'aime tellement écouter ce qu'on me raconte. Ça aussi c'est une question que j'avais par rapport à la stagiaire. La stagiaire donc c'est aussi un personnage qui est très en empathie, à l'écoute donc de tous les protagonistes qu'elle peut rencontrer. Toi dans la vie t'es plutôt quelqu'un qui parle avec tes potes ou t'es plutôt quelqu'un au contraire qui les écoute? Alors les potes me disent tous que j'écoute bien. Et que je suis de bons conseils. Après, mes amis m'écoutent aussi. C'est peut-être la différence. Voilà, je pense qu'on est amis. Moi, j'ai des amis depuis tellement d'années. T'es une fidèle. Oui, on est presque... Enfin, je sais pas, c'est comme des frères et sœurs, en fait, pour moi. Et alors, je
je suis peut-être pas, je suis pas quelqu'un qui s'épanche beaucoup. Enfin, je veux pas déranger souvent, mais quand j'ai besoin, ils sont là. Voilà. Ça aussi, c'est une question qui m'est souvent venue, on en reparlera, mais notamment quand je t'ai vu dans certains rôles dramatiques. Est-ce que devant les caméras, tu arrives à avoir moins de pudeur pour exprimer les sentiments d'un personnage que dans la vie pour exprimer les tiens? Je pense que non. En fait, les personnages m'aident. C'est vraiment... D'ailleurs, il ne faut pas que je me laisse embarquer par mes personnages, surtout dans les choses dramatiques. Même l'émotion, mais même quand je joue de la comédie, il y a des choses, il faut que je me méfie de moi. Parce que je prends les choses tellement à bras-le-corps et avec beaucoup de... J'essaie tellement... La sincérité, pour moi, c'est le maître mot dans notre métier. Les gens qui ne jouent pas sincèrement me dérangent, en fait. C'est que je trouve que ça se voit, ça se fabrique. Ça s'entend. Je sais pas, ça passe... la sincérité, c'est le b.a.-ba de notre métier. Et évidemment, il y a des fois où ça fait remonter des choses, ou même les situations me semblent tellement fortes que de moi-même, je me retrouve émue ou archi concernée. Il m'est arrivé des fois d'avoir des séquences où il fallait que je sois un peu en colère, mais j'étais pas en colère, j'étais dans une rage. Mais ça m'aidait au moins, je sortais quelque chose de fort, et puis après, on calme, et puis on trouve la justesse des choses. Mais j'avais besoin de j'ai quelquefois besoin d'être dans une sincérité excessive pour pouvoir justement après la moduler, etc. Mais c'est vrai que quand il y a des choses des scènes ou des personnages qui me touchent vraiment profondément, il faut faire attention. Par exemple, sur l'affaire Daval, quand je faisais la mère de Alexia, avec le metteur en scène, je lui disais toujours, mais moi, je ne connais pas cette dame, je ne l'ai pas rencontrée, puis je n'avais pas du tout à la rencontrer, surtout pas. Et des fois, je lui disais, mais est-ce que je voudrais pas être trop dans les larmes tout le temps, et je voudrais pas être froide, et je voudrais pas... il faut trouver le truc qui fait qu'on y croit, et qu'on la comprenne, parce qu'elle a été beaucoup critiquée, cette femme. Et moi, je voulais pas être ou tout l'un ou tout l'autre. Donc, il fallait toujours qu'on trouve les moments où elle on peut plus d'émotion et de chagrin, et les moments où elle est froide parce qu'elle comprend pas pourquoi on lui parle comme ça, ou etc. Et il y avait notamment la séquence où avec Jonathan, quand elle est devant le juge d'instruction et que lui se met à genoux et qu'il lui avoue, etc. Oh là là là, mais cette séquence, vraiment, c'était quelque chose qu'il fallait travailler vraiment, c'était de ne pas m'effondrer, rester ce qu'elle a été en plus, parce que je sais qu'elle a été extrêmement froide, très digne à ce moment-là. Donc voilà, je pense que des fois, on peut se laisser emporter par les personnages. Et la sincérité fait partie de ça. C'est ta quête. Oui. Et il me semble pouvoir affirmer que tu l'as quand même décroché quelquefois. Non, mais ça, on n'est pas là pour flagorner, mais objectivement, oui. Et si le public est tellement connecté avec toi, c'est qu'il y a un lien qui passe direct. Enfin, voilà. En tout cas, le jury appréciera, mais c'est ce que je pense. Et alors, pareil, toujours pour reprendre ce petit clin d'œil souchonesque, tu la voyais pas comme ça ta vie. Quand tu étais au Petit Théâtre de Bouvard, comment tu la voyais ta carrière, et est-ce qu'elle ressemble à celle que tu as aujourd'hui? Alors, moi, je suis arrivée chez Bouvard. Moi, j'ai toujours été... En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que quand j'avais 17 ou 17 ans, on me disait « Tu veux faire quoi dans la vie ?» Et je disais « Célèbre. » Gagné. Pourquoi? Attends, ça m'intéresse. Pourquoi célèbre? Ça a toujours été quelque chose qui m'a... Alors peut-être vis-à-vis de mon père aussi. Prenez un peu de place aussi, papa. Prenez beaucoup de place, et peut-être lui montrer, peut-être, je sais pas,
que j'étais capable, comme lui, de devenir quelqu'un. Donc, même quand j'ai fait des études de droit, je disais la limite. Enfin, bon. Après, il m'a élevé comme ça, mon père. Hein. Il me disait toujours, moi, je m'en fous de ce que tu fais dans la vie, mais c'est toi qui mènes le chariot, c'est pas toi qui es derrière. Ah oui, d'accord. Donc, si tu es ouvrière, tu deviens chef du syndicat. Si t'es... Enfin, voilà, jamais. Et ta maman, elle tempérait ou elle était maman, elle était... t'es d'accord? Maman, elle était plus sur le côté indépendance. Ah ouais, femme indépendante, fille indépendante, ne doit jamais rien à personne, surtout pas à un homme. Alors moi, j'ai été élevée un peu dans ce truc-là, un peu... Et tu peux juste rappeler ce qu'elle faisait dans la vie, ta maman? Maman, elle travaillait avec mon père, elle s'occupait de tout ce qui était administratif, les abonnements, etc. etc. Voilà. Une femme derrière un grand homme, il y en a toujours une. Voilà. Et donc, j'ai toujours eu ça en moi. Donc, effectivement, au début, quand j'ai commencé à faire du café-théâtre, je voulais que ça marche. Hein. La première pièce, elle n'a pas marché du tout, mais bon, la deuxième mieux. Et puis quand Bouvard est arrivé, moi j'ai dit oui tout de suite. En fait, il y en a plein dans les cafés-théâtres qui disent ouais mais bon c'est Bouvard, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas. Puis d'autres qui me disaient mais enfin tu veux être actrice, c'est pas un truc. Enfin voilà, faire de la gaudriole, faire le comique, franchement quelle idée. Et ben moi je pensais pas à tout ça. Moi je me disais mais moi je veux être vue. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée au cours Viriot, mon cours d'art dramatique, je ne suis allée dans ce cours que parce que je savais qu'il y avait des auditions en public avec des professionnels. C'est-à-dire, je ne voulais pas aller dans un cours, dans un fin fond de cave où personne n'allait jamais me voir. Et j'ai bien fait. Bah oui. Et puis surtout, le but du jeu. Mais aujourd'hui, tu joues plus. Enfin là, en l'occurrence, c'était pas tant de jouer quand je t'entends qui était prioritaire, mais le fait d'être vu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu joues pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles tu as commencé ? Bon, non, aujourd'hui, les choses, elles ont un peu changé. La notoriété est là. Mais non, maintenant, j'essaie de ne pas m'endormir, de ne pas être sur mes lauriers, de me donner des challenges, de me faire des petites secousses, quoi. Voilà, des petites zones de turbulence. Des petits moments de hop, est-ce que tu vas y arriver, voilà. Comme l'affaire Daval, par exemple. Exactement. Alors, puisqu'on parle de zones de turbulence, on va revenir à cette fameuse année 2008 dont on parle souvent toutes les deux. L'année de ce fameux film qui s'appelait Les Vérités Assassines, avec Zabou Bretman, où moi, c'est la première fois que je te voyais dans un grand rôle dramatique où tu étais absolument bouleversante, puisque tu jouais le rôle d'une femme donc en prison qui était accusée d'avoir enlevé un bébé. Enfin, on ne t'imaginait pas du tout comme ça. Et après, il y a eu aussi dans Accusé, tu as eu un rôle comme ça, assez noir. Comment ça se fait, Michel, qu'on ne t'emploie pas plus souvent là-dessus ? Et surtout, est-ce que tu penses que... Parce que c'est trop facile de dire « Ah bah, c'est pas moi, c'est les autres ». Est-ce que tu penses que toi aussi, tu as une part de responsabilité là-dedans ? Ton désir, c'est d'y aller quand même dans ce genre de personnage. Oui. Après, les propositions là-dessus, elles sont pas... je dis pas de la faute des autres, mais elles sont pas gigantesques non plus. Ouais, non, mais il y a pas de... Et puis, je pense qu'on est quand même dans un pays où on aime bien les gens dans les cases, et que si on est drôle, on est drôle, et si on est triste, on est dramatique, on est dramatique. C'est compliqué encore de passer de l'un à l'autre. Après, nous, on avait monté une pièce de Stephen King qui s'appelait Dolores Claiborne au Bouffe Parisien, où là, on était en plein pot dans le drame absolu. Eh ben, on a eu du mal au théâtre. Ouais, avec le public ou avec la production ? Les gens, la profession, ça pour avoir quelqu'un dans la salle, c'est compliqué, mais ça l'est toujours. Mais le public a eu du mal à m'imaginer dans un répertoire comme celui-là. Et mais l'étrangeté, c'est à Paris que ça a été le plus dur. Et on est parti en tournée avec cette pièce. Et là, moi, je me disais, oh là là, mais à Paris, on en a bavé, comment ça va être en province ? Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le public de province m'a accueilli, parce que ils aimaient mon travail et que je fasse ça ou autre chose, que je fasse Nuit d'ivresse ou Dolores Claiborne, et ils me venaient me voir moi.
Et d'ailleurs, quand je suis en tournée, etc., les gens m'en parlent de cette pièce. Donc, ça les a marqués, ça a été... voilà. Et puis après, bon, on a fait l'erreur, on s'en parle souvent avec Marie-Pascale, de ne pas l'avoir reprise à Paris. On sait jamais. Voilà. Nobody knows. On verra. Voilà, nobody knows. Mais en tout cas, toi, t'aurais un désir de continuer dans ce genre de registre ? Ça te fait pas peur du tout ? Mais pas du tout. Voilà. Mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est tellement... Et tu parlais de sincérité, alors s'il y a bien un domaine dans lequel on n'a pas le droit à l'erreur. Et surtout, trouver des personnages, parce que effectivement, c'est un autre registre, mais surtout, c'est des femmes qui ont des femmes de caractère, des femmes fortes, des femmes... moi, je dis souvent, moi, j'adorerais jouer une Madre Dolorosa, quelqu'un qui... voilà, qui porte, mais avec quelque chose de volontaire, hein, pas une victime. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que je réfléchissais en venant te rejoindre. Je pensais au rôle que tu avais, notamment dans les séries, justement, de la stagiaire à la Smala. Est-ce que tu penses que tu as concouru un peu à révolutionner, à changer l'image des héroïnes ? Peut-être. J'espère. Ta modestie t'empêche de te faire ajouter peut-être. Moi, je l'enlève en l'entendant, mais franchement... Mais je pense que l'image des femmes, des héroïnes de télévision aujourd'hui est tellement... a beaucoup évolué. C'est sûr, quand on voit le succès de Corinne Maziero, après on est toutes un peu différentes, mais même Audrey Fleurot, c'est ce personnage qui est complètement à côté de la plaque et je veux dire qui est excessive c'est plus juste une femme extrêmement jolie, c'est une dingue et en même temps quelqu'un qui a les problématiques de beaucoup de femmes. C'est ça. Donc je pense que les héroïnes commencent à changer. Ah ouais. On est moins dans les petites choses toutes fluettes qui ont toujours peur, qui sont malheureuses et qui attendent que le prince charmant arrive. Je pense qu'on a des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes hors normes, je dirais, dans tous les sens du terme, mais dans lesquelles les téléspectateurs se retrouvent. C'est ça, parce qu'en fait, elle leur parle peut-être plus que quelqu'un Oui, et puis c'est une manière de rêver aussi, de se rêver, parce que moi je pense toujours que les héros sont là pour faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vie. Et un héros qui vous donne cette sensation que c'est possible. Que c'est possible, ou même c'est comme à l'inconscient, je dirais, comme quand on dit le rêve, c'est une manière d'avoir pu faire les choses quand même. Je pense que c'est cette manière-là, en fait. On se dit, j'aurais pu être ça, elle l'a fait ou il l'a fait. C'est bien. Tu penses à, entre guillemets, ton public quand tu acceptes quelque chose, ou là aussi tu te sens absolument libre, tu t'es affranchie de son regard sur toi? Je pense pas à ça comme ça. Je me dis toujours... moi, ça m'intéresse de raconter cette histoire. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on la raconte le mieux possible, en se moquant pas des gens. Moi, je ne supporte pas qu'on les prenne pour des imbéciles. Je veux dire, je fais hyper gaffe au dialogue, etc. Je veux pas faire de la modernité parce que on ne sait pas ce que ça veut dire, de toute façon, mais j'essaie toujours d'aller chercher des choses qui fait que ça va nous parler. Voilà. Cette fameuse correspondance entre devant et derrière l'écran. Oui, parce que par exemple, le plus joli message qu'on puisse me faire dans la rue, etc., c'est merci. Ça arrive souvent. Oui, c'est plus merci que bravo. Et donc merci d'être ce que vous êtes, merci de faire ce que vous êtes, merci de dire des choses, merci de... moi, c'est les plus beaux compliments, parce qu'on a l'impression qu'on a fait effectivement son travail, qu'on a diverti les gens et qu'on a fait le mieux possible, mais en même temps, on a apporté le petit quelque chose en plus. C'est ça, c'est pas que du divertissement, quand même. Par rapport à des rôles, justement, il y en a un qui t'a laissé des traces, une trace particulière? Pas forcément négative, tu vois, mais... Non, mais chaque moment a été un moment, donc particulier. Il y a aussi les gens, les rencontres.
Par exemple, quand j'ai fait Folle Amanda, d'avoir rencontré Monsieur Barillet déjà, qui avait donc qui a créé la pièce avec qui a créé la Maillan. pièce avec Maillan. Déjà, c'était enfin, moi, j'étais une fan de Théâtre ce soir. Je rencontre l'auteur et en plus, il était heureux que je le fasse. Enfin bon, c'était tellement rigolo de faire cette pièce et je me suis sentie, je sais pas, comme adoubée. Ouais, c'était accueillie. Ouais, accueillie. C'était puis j'étais contente parce que je ne faisais pas d'imitation de Jacqueline Maillan, que j'avais réussi à trouver ma place moi. Donc ça, c'est un magnifique souvenir. Les pièces de Balasco, Nuit d'ivresse, c'est des choses qui m'ont nourri, m'ont fait rêver quand j'étais jeune comédienne. Et puis quand j'ai fait Un grand cri d'amour. Et puis voilà, puis parlons pas de ma rencontre avec Pierre Cassignat, qui me manquera chaque jour de ma vie. Et donc je pense qu'à chaque fois, c'est les choses qui restent sont des choses, c'est des rencontres, c'est plus dans l'humain, oui, j'entends c'est que plus que ça. On se dit tiens, on a parce que c'est pas des performances de dingue. Je suis pas sauté du balcon. Folle Amanda, fallait y aller quand même. Hein Folle Amanda, fallait y aller. Pardon, mais j'étais là, fallait quand même y aller. Et voilà, je te le dis. Mais moi, je prends les choses un peu comme. Puis bon, j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que Marie-Pascale Osterrieth me connaît tellement par cœur. Et, ta metteuse en scène avec qui tu travailles avec depuis. Ma metteuse en scène, c'est ma sœur, quoi. Et. Je pense qu'il y a un truc très important dans la vie, c'est quand on sent que on est aimé quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, c'est pas un mauvais mot, intérêt. Il y a rien de caché derrière. C'est pur. C'est pur, c'est limpide. On fait un spectacle, on va travailler au mieux, et puis faut que tu sois bien, et puis il faut que ce soit comme ci, comme ça, et puis on se propose, et puis il y a quelque chose de... C'est tellement rare de pouvoir avoir des gens comme ça autour de soi. Franchement, ça aide. Ça aide justement à se laisser faire, à se propulser. Tout d'un coup, ça fait pousser des ailes un peu. Mais il faut savoir écouter. Hein. Il ne faut pas rester dans son coin à soi. Mais tu disais un truc tout à l'heure aussi. Parce que je trouve qu'on parle quand même beaucoup d'amour depuis le début dans cette interview. En fait, c'est ça. On parlait de pudeur et tout. Mais ce qui est finalement peut-être le carburant, le détonateur de tout, c'est le regard de l'autre, le regard plein d'amour de l'autre, que ce soit un metteur en scène ou le public. Oui. C'est ça le secret en fait. D'abord, on fait ce métier pour ça. Je pense que... Donc être connu, ça veut peut-être dire être aimé. La petite question, c'est par le plus grand nombre, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense qu'on fait pas les choses. J'avais un pote qui disait toujours, si c'est pour faire ce métier à l'insu du public, franchement, oublie. Laisse tomber quoi. Non, mais en fait, c'est ça. On peut pas non plus ne pas évoquer la sublime Charlotte qu'on a évoquée tout à l'heure, donc qui est comédienne. Quand tu as su qu'elle allait prendre le relais, enfin continuer aussi, est-ce que tu t'y es dit c'est bon, j'ai bien joué mon rôle parce qu'apparemment, et même avec son père, on l'a pas trop gavé avec nos métiers, elle y va. Est-ce que t'as flippé? Comment t'as géré ce moment? En fait, elle a été très maligne. Parce que, d'abord, moi, je l'ai toujours vue faire ce que je faisais moi petite, chanter dans la brosse à cheveux, donc à tue-tête pendant des heures, donc, et les déguisements, et les histoires, et c'est vraiment quelqu'un qui... J'ai toujours senti ça chez elle très, très tôt. Et puis, elle m'a dit, mais moi, je voudrais chanter. Tiens. Ok, alors là, autre chose. Bon, alors, très bien. Bon, moi, comme on m'a laissé faire, il faut laisser faire, c'est normal. Donc, elle a pris des cours de chant, elle a travaillé, et puis la chanson, c'est particulier. C'est pareil, c'est toujours pareil. Il faut trouver les bonnes personnes, l'entourage, celui qui va faire le déclic, celle ou celui qui va payer aussi, qui va financer. Ouais, puis non, mais je pense en plus dans le côté création. C'est difficile de faire les choses tout seul.
Et puis, au fur et à mesure, on a lâché la chanson. Et puis, tout d'un coup, j'aimerais bien jouer. Et puis voilà, en fait, ça se fait un peu naturellement. Et elle est vachement bien. Et elle est magnifique. Je me souviens de vous avoir vues toutes les deux au théâtre. Ouais. C'était très, très bien. C'était... Je t'ai laissé un mot sur le frigo. Je t'ai laissé un mot sur le frigo, voilà. J'imagine qu'on n'arrête pas de vous proposer des rôles... Enfin, on n'arrête pas, que vous recevez des propositions. On me demande, oui. Quelles sont les vigilances, justement, que vous avez pour pas que ça soit juste une idée et un vrai projet? La vigilance, elle est que il faut que Charlotte soit à l'aise. Parce que moi, jouer avec ma fille, évidemment, ça ne me pose aucun problème, au contraire. Mais elle, il faut qu'elle soit tranquille avec ça. C'est-à-dire que si c'est pour être cantonnée juste à être la fille de Michel Bernier, je pense que c'est pas l'aider, en fait. C'est important. Là, elle est sur DNA, dans Sam. Il y a d'autres choses qui vont se pointer. Il faut qu'elle soit solo. Et que quand on se retrouve... c'est deux solos qui se retrouvent. Exactement. Après, la filiation, elle est là, mais c'est deux solos qui se retrouvent. Et un jour, on te dira, tiens, mais vous n'êtes pas la mère de Charlotte Gassio? Mais ça va être merveilleux. ça sera le merveilleux. On en parlait aussi tout à l'heure. Donc, depuis le début dans ta vie, il y a l'écran et puis il y a la scène. J'imagine que c'est complémentaire dans différents modes d'expression que tu as besoin d'avoir. En revanche, il y a un point commun dans tout ça, c'est l'amour du public. Est-ce que finalement, ta plus belle histoire d'amour, comme disait Barbara, c'est vous, c'est eux? C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr que ce lien-là, on a réussi à le tisser et à le garder, parce que c'est le plus compliqué, c'est le garder. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de propositions, tellement de gens... Ça fait peur, ça, de le perdre un jour? Ah oui. C'est une peur qui ne te quitte pas, ça? Mais c'est terrible. C'est vrai? Ah oui, moi je sais que pendant le confinement, j'ai eu des sensations à des moments où je me disais mais ça va pas s'arrêter là. Quand on savait pas si on allait revenir, si nous étions non essentiels, Oui. Enfin, il y avait quand même des paramètres qui faisaient que moi je me disais mais et si ça s'arrêtait maintenant, mais non, ce n'est pas une décision, c'est une obligation. Heureusement, j'étais avec mes enfants et donc on s'est tenus. Et puis on a fait 2-3 bêtises avec Charlotte aussi. Et puis dès que ça a pu, Éléphant Production, ils m'ont appelé en disant bon allez, on repart, on tourne la stagiaire, ça y est, on peut. Mais moi, c'est comme s'ils m'avaient mis des ballons d'oxygène, quoi. Mais vraiment, je pense que pour ça, on me dit mais qu'est-ce qui fait que tu fais autant de choses? Je pense que d'abord parce que j'aime ça c'est sûr, mais la peur du vide. Mais du vide d'amour ou du vide de jouer? C'est le jeu ou c'est le... mais tout se mélange en fait. Mais remarque, je suis un peu bête de vouloir c'est comme un... cliver. Je sais pas, c'est comme un... Je sais pas, une tapisserie, quoi. En fait, tout va avec tout. Tout est mêlé. Ça se tient, quoi. Et non, mais c'est très... je pense que quand on vit... En plus, moi, comme tout le monde, je vieillis. Non, mais je me dis toujours, mais il y a un moment où ça sera moins simple, moins facile, moins... Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que mon exemple, Céline Renaud, où ça a été Gisèle Casatsu, qui était incroyable. Moi, je l'ai connue, elle avait quoi, 100 ans, je crois, 99. Ouais. Elle était au Théâtre Antoine. Je faisais une lecture au Théâtre Antoine. Moi, j'étais en pamoison devant cette femme qui disait on pourrait peut-être faire une petite tournée quand même avec ce spectacle, cette lecture. Et je me disais mais comment vous me donnez de l'énergie, enfin voilà quoi. Quand je vois Lynn qui est d'une beauté à couper le souffle, voilà, et puis qui fait qu'elle se passionne, elle est moi je trouve ça magique en fait. Donc je me dis gardons cette passion, c'est ça qui maintient en vie, c'est ça qui fait que je suis une grand-mère, je continue à être une grand-mère potable qu'on sera content de venir voir et voilà, il y a tout ça, et de se dire toute une carrière, c'est aussi ça, c'est aussi garder la passion, voilà. Et c'est pas si simple. Non. En tout cas, ça coule pas de source. Tu parlais de grand-mère, évidemment. Il y a une notion de tribu chez les Bernier-Gassio.
tribu, je sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de très lié, quoi. Oui, ça va pas échapper. On est très fusionnels. Mais genre, vous voyez tout le temps, vous appelez tout le temps, tu prends des nouvelles des petits tout le temps. Après, moi, j'essaye d'être un peu, avec mon fils, tout ça, de pas être trop envahissante quand même. Tu arrives ? Mais je prends sur moi, Mais non, on est très... on rit beaucoup ensemble. Voilà. Ça, c'est un truc... Et puis, j'ai beaucoup de chance, parce que moi, j'ai un gendre que j'adore. Ma bru, elle est super. Franchement, jusqu'ici, touche du bois. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, au rayon projet, oui. Ma chère Michel, déjà, est-ce qu'il y aurait un petit Mask Singer 2 ? J'espère. D'accord, en tout cas, toi, t'es partante. Moi, je le souhaite ardemment, parce que je me suis beaucoup amusée à le faire. D'accord, puis on était dans la chanson, dans la musique. Ah, on est dans mon domaine. En attendant donc ce récital, le jury appréciera. Et puis, alors, là, tu t'en vas tourner avec ton pote Stéphane Plaza. Voilà, on va faire un unitaire, comme on dit dans notre métier. On va faire un road movie, comme on dit, d'une flic mise à pied injustement, qui se retrouve avec un boulet joué par Stéphane. C'est marrant, tout le monde trouve qu'il sait. Oui, c'est étrange, ouais. Qui lui est un informaticien comptable et qui s'est fait avoir, et donc on est poursuivis tous les deux par les méchants, les flics, machin. Donc on roule pour réussir à prouver nos innocences. Et c'est donc pour M6. Absolument. Et réalisé par Alexandre Pidou et Olivier Barma. Tiens. Voilà. Okay. Donc j'imagine qu'il y aura aussi quelques fous rires au cours de cette aventure. J'en ai bien peur. Sois forte, Michel. Oui, je vais tenir. Et ensuite, comme on disait il y a 5 minutes, tu réenchaînes avec le théâtre, puisque tu retrouves Olivier Citruc. Oui. Pour Je préfère qu'on reste ensemble cette fois. Juste pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de la voir sur Paris, tu peux me rappeler Alors, en fait, c'est la suite de Je préfère qu'on reste amis. Voilà. Mais c'était Frédéric Diffenthal qui l'avait créé, mais maintenant qu'il est sur Ici tout commence et qu'il s'est installé là-bas dans le sud, il est très pris et c'était compliqué d'une manière logistique. Donc, et comme on aimait la pièce et qu'on avait envie de la monter, de Laurent Ruquier, bien sûr. Absolument, de Laurent Ruquier. Et donc, c'est Olivier Citruc qui a pris la relève. Et donc là, c'est 7 ans plus tard qu'est devenu ce couple Claudine et Valentin. Donc, ils ont lâché les fleurs. Ils sont plus fleuristes. Voilà, et ils ont acheté un karaoké. Donc, vous voyez, on est toujours dans la... C'est bizarre, comme Laurent Ruquier écrit pas pour moi du tout. C'est juste un heureux hasard. Donc, ça a l'air d'aller comme ça, mais sauf que Valentin est quand même resté, comme c'est un ancien escort boy, il est resté un petit peu cavaleur. D'accord. Et Claudine, elle en a un petit peu marre. Donc, mais lui, comme il l'aime et qu'il n'a pas envie de se faire foutre dehors, il trouve un stratagème de lui dire on va faire, mais tu sais, on va rester ensemble et puis chacun fera ce qu'il veut de son côté. Bien sûr. Sauf que ça marche toujours pour l'un, mais moins bien pour l'autre. Voilà. Et tout ça sur fond de chansons, évidemment, et de beaucoup de phrases de Laurent tellement drôles, des dialogues. Et puis jusqu'au moment où elle va décider que ça a pu se passer comme ça, et elle prend la main. Très bien. Voilà. Ça, vous allez balader cette pièce en France jusqu'au 4 octobre. On commence le 4 octobre, on va finir, je pense, fin mars par là. Ah oui, mais ça te fait encore un tunnel de fou. Oui. Quoi. Et entre-temps, après fin mars, tu retournes sur la stagiaire. Et après, normalement, ouais. D'accord. Et le mot vacances, ça te dit quelque chose Alors, c'était il y a longtemps maintenant. D'accord. Et t'en rêves quand tu fermes les yeux ou au contraire, non, l'idée c'est que ça continue Je sais pas. Alors moi, les vacances, mais en fait, je finis par aimer être chez moi. Oui, je comprends. Je valide, il y a une valise dans l'entrée qui n'est ni ouverte ni fermée. Mais elle a des roulettes, elle est prête à partir. Elle est prête à partir et où elle vient de rentrer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ma maison et c'est vrai que d'être chez moi, tout d'un coup, c'est un vrai repos en fait. Je suis bien dans mon lit. Et je vais terminer avec une référence chanson pour conclure cet entretien. Si je te dis Oh la belle vie, la chanson de Sacha Distel, est-ce que ça te parle ?
Est-ce que tu trouves qu'elle est belle, ta vie ? La belle vie. Alors après, c'est sans amour, sans souci, sans problème. Le sans amour, je l'ai toujours trouvé un oui, peu... c'est vrai qu'il est bizarre. Un peu bizarre, placé là. Mais elle est... la mélodie est tellement jolie. Puis Sacha Distel, c'est quand même notre crooner à nous, quoi. Mais non, la belle vie, oui, c'est vrai que c'est la belle vie. C'est vrai. On peut dire aujourd'hui que tu as une belle vie ? Ah oui, j'ai une belle vie. Bon, écoute, je te souhaite de la poursuivre et surtout qu'on continue de se voir régulièrement pour que tu nous la transmettes parce que c'est contagieux, la belle vie de Michel Bernier. Merci Isabelle. Merci beaucoup Michel, à bientôt. C'était Isabelle Dombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.